oh oui, mes amis, bel esprit. La vie, mes amis, est une accumulation d'expériences, de tentatives et de leçons. Troisième vidéo de la semaine, deuxième hashtag TLR Reviews, oh oui, pour ce Monday Night Raw du 28 octobre 2024. En direct, là aussi, de Hershey, oui, en Pennsylvanie, là où a eu lieu dimanche soir, donc techniquement le jour avant Raw, donc avant-hier ici pour la France, Halloween Havoc d'NXT 2024, oh oui, un gros show, on a fait la review hier, enfin j'ai fait la review et vous l'avez vu, oh oui, et pour ce Monday Night Raw, je ressors en effet là aussi un t-shirt qui est une pièce de collection mes amis. C'est Property of, Performance Center, ça c'était les t-shirts qu'ils nous avaient donné lors de l'ouverture établi en 2013, oh oui, en juillet 2013. Et qu'est-ce qui fait que ce t-shirt est une pièce de collection? C'est qu'il y a encore le vieux logo WWE dessus, avant qu'il change et qu'il fasse celui qui est beaucoup plus épuré. Oh oui, ça c'est un article de collection, je crois que j'en ai un ou deux comme ça. Oh oui. Et pour l'instant, j'ai prévu de les garder. Même si je pense que peut-être, je pense que non, il les avait vendus, je pense, sur le Shop Zone, la WWE Shop Zone à l'époque. Faudrait voir, je regarderai à l'occasion sur eBay s'il y en a qui les vendent aux enchères ces t-shirts. Mais oh oui, pièce de collection mes amis. Oh oui, combien d'entraînements j'ai fait aussi dans ce t-shirt. Parce qu'à l'époque d'ailleurs, petite anecdote, on en reparlera plus encore une fois quand je parlerai des TLR Stories, notamment d'une journée type au Performance Center. Mais des fois il y avait des journées portes ouvertes où soit ils faisaient venir des investisseurs, soit des fans qui payaient, alors je sais plus, c'était All Access je crois, les fans payaient un ticket, ils visitaient pendant toute la journée le Performance Center. Et nous, un peu comme des animaux au zoo, on faisait des entraînements pendant que les fans se baladaient entre les rings et regardaient comment ça se passait une journée type au Performance Center. Il y en avait qui étaient dans le ring, d'autres qui étaient à la muscu, d'autres ils faisaient la rééducation. Moi ça m'est arrivé pendant ma rééducation au genou je peux pas dire faire semblant de faire de la rééducation, mais c'était un peu ça en fait, c'était genre donnons-leur l'impression, montrons-leur c'est quoi la vie au Performance Center quoi. Je vous dis comme des bêtes de foire, comme des animaux au zoo, regardez-les, ils sont en cage, voilà ce qu'ils font. Enfin bref, et donc pour ça, fallait mettre ce genre de t-shirt. Fallait mettre soit lui, et après, au bout d'un moment, je le mettrai peut-être pour une autre review dans la semaine, un t-shirt en acrylique, beaucoup mieux, avec le logo de WWE sur devant. Là, ils étaient beaucoup plus agréables. Parce que ça, c'est du coton, et non seulement ça tient chaud, je transpire déjà, oh oui, et s'entraîner là-dedans, en plus en gris comme ça, les taches de transpiration venaient direct. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que, regardez, je pense déjà qu'une auréole apparaît. Parce que mes amis, on a repris les bonnes habitudes, 5 heures levées, mater la moitié de Raw, 6 heures à la salle, là il est quoi, 10 heures du mat, tranquille, fini de mater Raw, fini de prendre les notes pour la hashtag TLR Reviews. Et donc c'est parti, mais comme le métabolisme est encore bien chaud, suite à cette grosse séance de dos et de bras que j'ai faite ce matin, oh oui, la transpiration vient déjà. Et donc c'est pour ça que mes amis, à la vôtre, oh oui, un peu de chicorée et de café. Bien glacé, mais vous l'avez entendu, je viens de croquer le mini morceau de glaçon qui restait. Allez mes amis, c'est parti, Raw, oh oui, on commence le show direct avec Jey Uso, un des plus gros babyface de la compagnie actuellement, ça je pense que c'est indéniable, surtout avec sa grosse musique d'entrée qu'il a, qui met tous les fans dans l'ambiance. Oh oui, on en avait parlé dans une des reviews de la semaine dernière, à quel point les musiques d'entrée c'est très important pour connecter avec une foule. Oh oui. Donc notre ami Jey Uso fait une promo dans le ring, avec notamment Jimmy Uso, il appelle son frère jumeau. Il dit à Jimmy de venir dans le ring et on a un moment intense et sincère où Jey précise que même si tout seul il a accompli beaucoup, il est devenu champion intercontinental et que donc il a trouvé son identité propre, avoir un jumeau, être le frère de Jimmy, ça reste le plus important. La famille, le sang, oh oui. Et donc Jey sera présent à SmackDown pour parler notamment à Roman Reigns. Donc suite à ça mes amis, comme c'était prévisible, la Bloodline Solo arrive pour essayer de se venger d'avoir perdu les titres par équipe à SmackDown. Les frères Uso arrivent à s'en sortir et la feud continue à se construire doucement mais sûrement. Alors, en fait, là j'ai même pas pris note, mais maintenant en y repensant comme ça, alors c'est vrai que c'est pas très logique en fait. J'y ai même pas percuté parce que sur le moment j'étais tellement concentré sur ce qui se passait sur le show, mais là avec TLR Reviews faites en impro, mes amis, Jey tourne la page super rapidement sur le fait qu'il ait perdu le titre intercontinental. C'est pas très logique ça.
Non, non, non. D'ailleurs, on n'a pas vu Braun Breaker du show aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, on sent que Raw fait que 2 heures. Parce que là, ils ont... Autant ils avaient bien géré, je pense, il y a la semaine dernière sûr et la semaine d'avant peut-être aussi, je crois. Je sais plus, je sais qu'il y a un Raw où quand ils sont passés à 2 heures, ils avaient un peu galéré. Là, je ressens qu'ils ont un peu galéré. Même s'il y avait... En fait, il y avait pas beaucoup de segments, mais il y avait beaucoup d'intensité. Donc ça va encore. Mais ouais, là, par exemple, donc, en lisant mes notes, je me dis, mais attends, frérot, t'as perdu le titre intercontinental la semaine dernière. Ça y est, déjà, tu le mentionnes limite même pas et tu tournes la page, what the fuck, what WTF. Et donc, mais bon, bref, on continue à avancer vers la feud et d'ailleurs, cette dynamique Jay-Jimmy va être le fil rouge du show et ça, c'était bel esprit, oh oui, oh oui. Suite à ce segment promo d'ouverture du show, on a un match simple entre Louis l'Empereur, Ludwig Kaiser et Sheamus. Shimu? Non, je sais pas. Quand on voit Kaiser dans le ring avant l'entrée de Sheamus, moi le premier truc qui me vient en tête, c'est de me demander si le segment précédent n'a pas dépassé sur le temps. Parce qu'en général, ça arrive. Et c'est une bonne façon de combler le truc. C'est-à-dire, bon, désolé, ils ont dépassé de 2 minutes, bah écoute, va direct dans le ring, tu feras pas d'entrée. Ou ton entrée sera pas diffusée à la télé. Donc ouais, ça, c'est une réalité du catch télévisé. De toute façon, vous l'avez tous vu dans la TLR Stories. Je crois bien que la 2, c'est probablement la vidéo la plus vue sur la chaîne actuellement. Vous avez vu à quel point les temps sont importants quand on est à la télévisée, à la télé, dans un match télévisé à la télévision, et encore plus quand on est en direct. Donc ouais, je pense que quand j'ai vu Ludwig Kaiser déjà dans le ring avant même l'entrée de Sheamus, je me suis dit tiens, je sens qu'ils ont dû être overtime sur le segment précédent. Kaiser quand même présente une grosse condition physique et un gros physique, franchement vraiment pas mal. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je l'avais rencontré en Allemagne en 2017 sur un show à Hanovre, une super promotion qui bookait que des mecs old school ou des mecs qui avaient une grosse carrière internationale. C'était EWP, je crois. C'est Christian Eckstein, pareil, c'est un old school mec qui avait bossé pour Flash dans les années, enfin la WS dans les années 2000. En 2010, je crois, avec Gunther, justement. Oui, c'est vrai. Walter, à l'époque. Walter, Christian Eckstein, un autre Allemand, et je sais plus qui. Ils étaient venus à 4 Allemands bosser sur 2 ou 3 shows pour Flash à la WS. Et c'est là que j'avais aussi rencontré donc Gunther, enfin Walter à l'époque. Je l'ai croisé qu'une seule fois de ma vie. Walter. Je sais pas s'il se souviendrait de moi. Oui, parce qu'on s'était croisés, j'étais dans le vestiaire des étrangers, moi, à la WS. Ouais, à voir. Donc bref, Ludwig Kaiser, comment il s'appelait? Axel Dieter Jr. En Allemagne. Il avait pas du tout ce physique, hein, les amis. Il avait pas du tout ce physique. Il était beaucoup moins dessiné, il avait moins de muscles. Et donc, moi, ma première pensée, et surtout, je pose la question, mes amis. Je vous pose la question. Si Kaiser peut le faire, si Kaiser peut changer son physique de différence de jour et nuit presque, pourquoi tous les catcheurs du monde ne le font pas? Et quand je dis les catcheurs, je dis bien les catcheurs du monde, pas juste ceux de la WWE. C'est pour ça que moi je m'attarde beaucoup sur les physiques. Parce que je me dis, le physique c'est votre carte de visite de votre professionnalisme, de votre passion et surtout de votre personnalité tout simplement. Et donc, je redis, Ludwig Kaiser n'est pas un main eventer, c'est un low mid card et encore, voire peut-être low card. On le voit rarement à la télé, il n'a pas vraiment eu de push vraiment solo quoi. Il a eu un titre par équipe, je crois, ou 2 titres par équipe, mais voilà, ça s'arrête là. Donc tout ça pour dire, le mec, on voit qu'il en veut. Il s'est taillé un physique de ouf. Et ben je redis donc pourquoi tous les catcheurs du monde ne le font pas, que ce soit sur les indies ou dans les grosses compagnies américaines. Mes amis, je vous pose la question. Si vous avez la réponse, s'il vous plaît, donnez-la moi dans les commentaires, parce que moi je comprendrai jamais ça. Sheamus est à la WWE depuis plus de 15 ans. Bel esprit, respect total, et peut-être pour ça, il gagne le match. Il gagne un match vraiment intense. Les catcheurs, ils sont rentrés dans la gueule. Kaiser et Sheamus, maintenant on sait qu'ils y vont, ils cognent, et ça, j'adore. C'est bel esprit. En fait, c'est limite une vraie baston. Je sais que ça fait bizarre de dire ça pour du catch, mais c'est ça la magie du catch. Moi, c'est rare, mais des fois ça m'arrive. Je vais pour faire un match, et je me dis, ce soir, mec, j'ai envie de me battre. Ce soir. Et donc, les coups vont être appuyés. Et franchement, c'est bel esprit. Ça dépend. En fait, la magie du catch aussi, et surtout aux États-Unis, quand on bosse avec des vrais pros, enfin pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi, mais quand on bosse avec des vrais pros, c'est que soit on peut avoir une nuit ultra light,
où tout est bien, le match est cool et on se rentre pas trop dans la gueule, et d'autres des fois où on se dit vas-y ce soir j'ai envie de me battre, et là on se rentre dans la gueule. Et je pense qu'avec Sheamus c'est tous les soirs on a envie de se battre. Vu comment il code les adversaires. En tout cas à la télé. Je pense que sur les house shows ils y vont un peu plus light, et même ça je dis c'est une bêtise parce que je me souviens d'un house show que j'avais vu à Nice en 2009 je crois bien, c'était William Regal contre Bryan Danielson, Daniel Bryan à l'époque, Daniel Bryan, et les mecs c'était juste avant la pause, ils se sont rentrés dans la gueule, c'était excellent. Quel gros match, et quand j'ai vu ça, ça faisait que 3 ans que j'étais dans le business, mais j'avais vu direct sur ce house show WWE à Nice, d'ailleurs le seul qu'il y a eu depuis très longtemps. J'avais vu direct, je fais ok, eux, on voit qu'ils se donnent à fond pour la foule et pour l'art du business, et ça c'était oh oui, bel esprit. Donc victoire de Sheamus dans un match très intense, mes amis. Alors suite à ça, j'ai noté, on a un segment backstage avec Jey Uso, Jimmy et surtout Sami Zayn. Pourquoi j'ai noté? Parce qu'en fait, donc je vous ai dit, ça a été le fil rouge du show. Et maintenant, on commence à avoir un Sami Zayn qui est saupoudré dans la storyline. Et c'est pas mal. Pourquoi? Parce que ça nous a donné un segment intense qui fait grimper la pression, mes amis. Sami a essayé de convaincre Jey que c'est plus son combat. Il n'a pas à s'en mêler, ça va lui apporter plus des embrouilles qu'autre chose. Et Jey l'envoie gentiment, mais à moitié baladé en lui disant qu'il peut pas comprendre, car en effet, Sami Zayn ne fait pas partie de la famille. C'est pas le sang. Oh non. Donc franchement c'est un beau segment, c'est intense, ça donne presque des frissons, et surtout quand on connaît l'histoire entre ces deux gars. Toute la storyline qu'il y a eu entre Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy, c'est gold, mes amis, c'est gold. Et en plus ce qui est bien c'était que ça datait pas de l'époque Triple H, donc ça aussi c'est bien que Triple H en fait ait pu rebondir là-dessus, parce que franchement ça donne encore plus de profondeur à la storyline. Et là donc parti comme c'est, Sami donc essaye de convaincre Jey de ne pas rejoindre son frère et Roman, son cousin. Et donc on a l'air de dire grosso modo que Sami, lui pareil, il va pas prendre part à tout ça quoi. Et j'allais dire on peut le comprendre si on se place d'un point de vue storyline, il y a vraiment tout à y perdre et rien à y gagner de se faire défoncer par la bloodline de Solo Sikoa, qui sont quand même devenus en très peu de temps la faction heel numéro 1 de la WWE, à part peut-être les Wyatt Six, mais eux ils sont pas vraiment heel, ils sont pas vraiment face. C'est juste des monstres qui apparaissent une fois de temps en temps. Oh oui, peut-être si on dit 3 fois leur nom, je sais pas. On verra. Alors je respecte aussi d'ailleurs. Alors ça c'est très important mes amis, parce que ce segment je l'ai maté en vitesse normale parce que je voulais vivre le truc et voir un peu le jeu d'acteur. C'est énorme de voir que les superstars de la WWE, enfin certaines, notamment Sami et Jey, sont quand même de super acteurs. Le jeu qu'ils avaient dans ce segment, il est magnifique. C'est vécu, c'est énorme. Et surtout, alors là c'est vraiment insiders qui vous dit ça, parce que je l'avais vu à Backlash et moi je le voyais quand j'étais à l'époque. C'est un truc de ouf quand même. Dites-vous que ces segments, souvent backstage, alors soit ils sont tournés dans l'après-midi, donc quand vous êtes à froid, vous venez d'arriver, vous finissez de manger, vous prenez connaissance du script et allez, il faut aller tourner le truc comme si vous étiez encore à chaud dans le truc, ou alors des fois même ils sont tournés pendant Raw. Ça j'avais vu à Backlash, enfin pas à Backlash mais à SmackDown Lyon. Le show avait commencé et ils étaient encore en train de tourner backstage une séquence. Alors c'était, je sais plus si c'était une séquence pour la télé ou pour les réseaux sociaux, YouTube, mais franchement c'est un truc de ouf. Et c'est ça qui est incroyable de se dire que ces mecs-là, ils sont capables de switcher en personnage sur commande. Et ça c'est bel esprit. Oh oui, et ça force le respect, et il faut noter ce genre de petits détails. C'est pour ça que je fais ces reviews mes amis, pour vous mettre sur la voie et surtout pointer du doigt peut-être des observations que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Oh non. Suite à ça mes amis, singles match. Je dis beaucoup suite à ça maintenant. Ouais, à part tout ça pour dire, suite à ça, j'ai l'impression, alors c'est pas des tics verbaux, c'est des catchphrases. Oh oui. Singles match entre Zelina Vega et Ivy Nile. Bon, alors, autant se le dire tout de suite, c'était pas un match qui m'a vraiment passionné, et aussi bien dans son exécution que dans la visualisation des entrées des catcheuses. Je vous explique pourquoi. Ivy Nile, ça a l'air d'être une très grosse athlète, d'accord, pas de problème. D'ailleurs, elle gagne le match relativement facilement. Mais voilà, ça s'arrête là. En fait, dans ce match, surtout, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment de la peine pour Zelina. Parce qu'elle a l'air d'être vraiment passionnée par le business. Elle a l'air d'adorer le catch et d'investir à fond dans tous ses tenues, son apparence, etc. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à choper, comme on dit en catch, un break. Elle n'arrive pas à choper un push, elle n'arrive pas à choper une storyline qui va la faire mousser. Alors, est-ce que l'office ne l'aime pas? Peut-être parce que c'est la femme à Aleister Black, ou je sais pas, mais je comprends pas. Est-ce que vous savez pourquoi Zelina Vega n'est pas pushée à la WWE? Parce qu'elle a l'air d'être passionnée, elle a un bon petit look, elle se démerde pas trop mal dans le ring, je comprends pas. Surtout qu'en plus là, elle job contre Ivy Nile, qui franchement, on va pas se voir à la face, je sais pas si elle aime le catch ou quoi, mais c'est juste une athlète qui vient d'un autre sport, qui a jamais fait la moindre chute sur les indépendantes. Ça, voilà,
Vega, moi tout de suite je connecte pas avec ce genre d'athlète. Alors oui, ok, cool, d'accord, t'es une superstar WWE, mais c'est pas comme si t'as cravaché pendant des années pour arriver à ce niveau-là, quoi. C'est juste que ok, t'es une athlète, t'arrives à soulever tant de kilos au développé militaire, vas-y, on te file un contrat. Ça, c'est pour moi, c'est la ça veut pas dire qu'elle peut pas devenir une grosse superstar, non, mais elle a pas encore fait ses preuves pour montrer qu'elle mérite vraiment d'être qualifiée de catcheuse. Oh oui, oui. Mais donc voilà, donc en fait un match qui était très rapide et c'est voilà, moi j'en retire surtout que j'ai de la peine pour Zelina Vega qui est un peu une serpillière, hein, disons-le. Hein, oui, oui, là elle a fait un peu la serpillière hein, pour Ivy Nile. Backstage segment, encore une fois, entre Jay et Jimmy, le fil rouge du show, comme j'ai dit, et j'aime ça. Jimmy va aller parler à Sami. Et ça aussi, j'aime ça parce que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, Jimmy et Jay, maintenant, c'est clairement des babyface. Et les voir être en mauvais termes vis-à-vis de Sami Zayn, ça fait bizarre. Donc là, il faut que la situation s'éclaircisse. Je pense qu'elle va s'éclaircir parce qu'à la fin du show, on a eu un gros cliffhanger, mais ce qui n'en est pas vraiment un. J'ai aimé cette vibe. J'avais vraiment envie de voir la discussion entre Jimmy et Sami. Est-ce qu'on l'a eu? Nous allons voir par la suite. Mais avant ça, nous avons eu une in-ring promo, une promo dans le ring de Seth Rollins. Alors déjà, on a un Seth Rollins intense, comme on l'aime bien. Un mec qui vend les matchs. En fait, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, les amis. Quand les catcheurs vendent le produit et vendent leur match, en fait, qu'on sent qu'ils veulent vraiment se rentrer dans la gueule, et ben les gens veulent vraiment voir le match. Et actuellement, accessoirement, payer pour le voir. Oh oui, oui. Et c'est ça en fait le but du catch. Il faut créer de l'émotion et créer de l'intérêt chez les fans pour qu'ils aient envie de voir votre match, même s'ils savent que c'est du catch. Et là, un Seth Rollins comme ça dans cette feud avec Bronson Reed, oh oui, ça me donne envie de voir leur match. Parce qu'on sent que c'est personnel et quand Seth Rollins est sérieux, c'est le jour et la nuit avec son personnage over the top de je sais pas trop quoi qui vole les habits de Becky Lynch. Et ça, c'est le catch, donc je vous dis 101. La façon de cette promo et cette feud est construite pour moi, même si c'est pas un match avec un gros enjeu, il n'y a pas de titre en jeu, ou c'est pas un Hell in a Cell match ou quoi, j'ai envie de voir ce match à Crown Jewel. J'ai envie de voir Seth Rollins contre Bronson Reed, parce que surtout maintenant je suis très intéressé par Bronson Reed, parce qu'on sent qu'ils veulent vraiment le pusher et le construire, et franchement, ils continuent à le construire comme un Godzilla du catch. Hein. Là, c'est parti en baston jusque dans le parking. Franchement, à un moment, Rollins, il arrive à le mettre au sol et c'est énorme le travail de la caméra, c'est magnifique, c'est du cinéma, les amis. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, donc à l'arrière-plan, on voit Bronson Reed qui est en train de se relever, il y a tous les mecs de la sécurité autour de lui. Seth Rollins s'en va, genre en mode, c'est bon, j'ai réussi à le faire tomber. Et là, tout au fond, on voit Bronson Reed qui commence à se débattre et qui commence à gicler les mecs de la sécurité. Et c'est énorme, je vous dis, c'est comme du cinéma. C'est comme si genre King Kong, il croit qu'il a recouvert Godzilla des ruines de toute la ville. Il commence à rentrer chez lui avec les cicatrices et genre, allez, c'est bon. Et là, derrière, on voit les ruines qui commencent à bouger et Godzilla qui commence à se relever. Je vous le dis, les amis, c'est la patte des scénaristes sous l'ère Triple H, c'est du cinéma. Oh oui, oh oui. Et donc on aura, je pense, un gros match bien intense à Crown Jewel entre Seth Rollins et Bronson Reed. Suite à ça, mes amis, nous avons un un match pour devenir aspirant numéro 1 au titre de champion par équipe. Alors, est-ce que ça, c'est les World ou WWE? Je sais plus. Bon, bref, c'est le titre du Judgment Day entre 3 équipes. Ray Jr., le roi du mystère junior, Dragon Lee, contre les War Raiders et contre le Nouveau Jour, le New Day. Alors c'est intéressant ce format de match, parce que je pensais pas qu'ils allaient mettre les 3 catcheurs en même temps dans le ring, et au final, oui, ils l'ont fait. Et non, alors non seulement ça donne beaucoup d'action, les 3 catcheurs comme ça dans le ring en même temps, mais également, surtout, on a 3 équipes très différentes, les unes des autres. D'un côté, on a des voltigeurs avec Ray Jr. et Dragon Lee. De l'autre, on a des bourrins avec les War Riders. Et après, avec le New Day, on a des catcheurs all-around performers, comme on dit. C'est pas des catcheurs qui ont une spécialité spécifique, c'est des mecs qui peuvent tout faire, comme on dit, des couteaux suisses dans le catch. Et c'est bel esprit, parce que ça va donner donc un match dynamique et qui va envoyer du pâté. Alors mes amis, hier on a fait 3 fois 10 secondes de silence en l'honneur du match féminin par équipe en équipe à NXT Halloween Havoc, j'allais dire Takeover, Halloween Havoc, dans ce magnifique match par équipe avec des catcheuses encore plus magnifiques, Coraya Jade, Roxanne Perez qui était contre Julia et Stephanie McMahon. J'ai lancé dans une sens quelque chose, je sais pas si ça va devenir une coutume ou une tradition, mais les 10 secondes pour témoigner le respect envers quelque chose qui vaut vraiment la peine. Et là, mes amis,
Alors, pareil, je vous le dis, je sais pas si ça va être une nouvelle coutume sur la chaîne, mais ou sur les télé reviews, mais je vous demande, s'il vous plaît, 10 secondes de respect pour la barbe de Ivar. Oh oui, oh oui. Le mec, il me fait rêver. Le mec, il a une barbe qui descend jusqu'au nombril. Et ça, je vous dis, je respecte énormément. Parce que moi, je sais pas ce qui se passe avec ma barbe, mais elle s'arrête, elle s'arrête environ là. Elle s'arrête au R de property. Je sais pas pourquoi. Alors je sais pas, et pourtant j'en prends relativement soin, relativement je dis bien, mais des fois je l'ai laissé pousser genre pendant 3 ans sans la couper, bah au bout d'un moment ça s'arrête de pousser. Et là quand je vois la barbe d'Ivar, j'avoue, hashtag un tout petit peu jaloux. Oh oui, oui. Franchement énorme, parce que c'est avoir une barbe comme ça, croyez-moi, alors je vais pas dire que c'est difficile ou facile, c'est surtout beaucoup d'entretien mes amis. Donc mis à part la barbe exceptionnelle de Ivar, on a eu un match plein d'actions. Et là encore, ce qui est bien, c'est que, un peu comme les matchs trio à la EW, chaque mec brille à sa juste valeur et selon ses capacités. Il y a eu de bons spots, franchement, bel esprit. Et là maintenant, j'étais curieux de voir comment ils allaient faire avancer les storylines dans ce match, surtout au vu de tous les catcheurs présents, parce que, comme on sait, Raw maintenant est limité dans le temps, donc ils sont obligés de placer le maximum de trucs dans un temps restreint. Et donc là, en fait, la fin du match était superbement scriptée. Parce que, donc, on a eu, d'un côté, la storyline New Day, avec le split qui s'annonce entre Kofi Kingston et Xavier Forêt, Woods. À un moment, Woods peut abréger le match et gagner pour le New Day, et là, en fait, il se laisse perturber et se met à attaquer, c'est Rey Mysterio, je crois, oui, au lieu de finir le match. Donc, ça va créer de la distension. Ça continue à créer de la distension entre lui et Kofi. Premier truc. Ensuite, Gable intervient et attaque Ray Jr. pour faire avancer leur feud. Et donc empêche Ray de gagner. Bel esprit. Et troisièmement, donc les War Riders gagnent le match, deviennent aspirants numéro 1 pour le titre par équipe et s'imposent comme une menace vraiment crédible pour aller challenger le Judgment Day pour les titres par équipe. Et franchement, toutes les bases ont été couvertes. Franchement, bel esprit. Dans un match comme ça, avec 6 mecs et 3 équipes, toutes les storylines ont été avancées. On va continuer donc à voir American Made feuder avec le Latino World Order. On va voir Xavier Woods et Kofi Kingston qui vont continuer de plus en plus à se distancer. Et War Riders qui vont aller challenger le Judgment Day pour les titres par équipe, et je pense sincèrement qu'ils vont les gagner. Parce qu'avec le push qu'ils ont, le look qu'ils ont et les vignettes qu'ils ont eu, Judgment Day, ils ont plus besoin du titre par équipe. C'est un peu comme la Bloodline, c'est bon, ils ont leur propre storyline. Voilà, je veux dire, c'est bon, vous pouvez enlever les titres par équipe, surtout que là, ils sont piégés, ils les défendent quasiment jamais. Donc, oh oui, je pense, on verra les Raw Riders prochainement, champions par équipe, mondiaux ou WWE, je ne sais pas, mes amis. Et enfin, ouh là là, bon, on va peut-être battre un record de rapidité. Sur cette promo, j'en suis qu'à 22 minutes. On arrive déjà au main event, mes amis. Singles match entre Damien Prêtre et Dominique Mystérieux. Alors, déjà, dès le début, joli et respect pour la dédicace de Damien Prêtre à Scott Hall sur sa tenue. Bel esprit, avec les petites les gouttes de sang qui dégoulinent, c'est la tenue de Scott Hall qu'il avait à la WCW quand il était le Outsiders, et franchement bel esprit. J'aime franchement beaucoup ce genre d'hommage. De toute façon, vous le savez, vous l'avez vu dans ma TLR Stories numéro 1 où j'avais fait une tenue en hommage à la NWO, New World Order, Hollywood Hulk Hogan, Macho Man avec les éclairs, que j'avais pas pu porter parce que j'ai demandé l'autorisation à Eugene et il m'avait dit non. Et donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder mes 2 TLR Stories, vous allez les adorer. Oh oui, oh oui. Et donc j'aime beaucoup ce genre d'hommage parce que ça montre que non seulement c'est un fan mais qui respecte il respecte le business et surtout les gens qui étaient là avant lui. Oh oui, surtout un mec comme Scott Hall, légende, moi aussi je l'adorais. Razor Ramon, c'était un de mes catcheurs préférés quand je grandissais, mes amis. Donc Damien Prêtre fait son entrée. Oh oui, oui. Entre temps, on a un petit segment backstage rapide où on voit quoi? On voit Sami Zayn parler à Solo Sikoa dans le parking. Bon. Et là, t'as Jimmy et Jay qui le voient de loin, ils sont cachés, et Jimmy dit à Jay, t'as vu, je te l'avais dit, ce mec-là, il est pas avec nous, il est contre nous, blablabla. Bon, franchement, on passe à la face, c'est très très bof comme booking. Booking dans le sens que bon, ok, il faut des cliffhangers, il faut des, c'est comme une série télé où à la fin de la fin de l'épisode se termine sur un truc, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ensuite? D'accord, là, on est d'accord, mes amis, mais non, je trouve ça quand même légèrement entre guillemets bof, parce que on sait tous qu'il n'y a aucune raison ou justification possible pour que Sami Zayn rejoigne Solo Sikoa. Donc ce cliffhanger est un peu puant, ce cliffhanger est un peu d'autant plus que quand bien même ils voudraient nous jouer la carte, ok, Sami Zayn fait semblant de tourner heel et rejoint Solo Sikoa,
il le ferait quoi pour essayer de planter un poignard dans le dos de Solo Sikoa quand le moment est vraiment important? Je sais pas. Franchement, bon, c'est dommage. J'aurais préféré plutôt voir Jimmy qui parlait, qui confrontait Sami Zayn directement, mais c'est comme ça, ils font avancer la storyline, je comprends. L'intention et la forme, oui, oui. Et donc on reprend, redirection le ring avec l'entrée de Dirty Dom, qui attaque Damien Prêtre direct avant même que la cloche sonne. Alors de toute façon, alors maintenant on est habitué avec Damien Prêtre, on sent que le match va être à sens unique. Là, c'est parce que Dominique Mysterio, même si il a la hit de fou, il est pas booké, il n'a pas l'apparence ni le look d'un démolisseur, en tout cas d'un mec qui peut rivaliser avec Damien Prêtre. D'autant plus que là, par contre, j'avoue totalement. Alors, j'allais dire, j'ai jamais vraiment été fan de Damien Prêtre. C'est pas ça. Le truc, c'est que j'étais pas trop familier avec son boulot à NXT et comment dire, la vibe gothique, c'est pas un truc avec lequel je connecte direct. Moi, je connecte plus en mode, voilà, les mecs avec genre Jey Uso avec des lunettes de soleil, de toute façon, on le voit. Ou alors, des mecs qui ont des belles tenues. La vibe gothique, j'ai jamais vraiment capté. Alors, encore plus quand les mecs, ils arrivent avec des flammes, les ailes de démon et tout, genre, limite, le symbolisme et l'invocation d'énergie assez basse niveau astral. Et bon, bref. Donc, je connectais pas trop. Par contre, Givons crédit, alors je vous fais du franglais, donnons du crédit là où le crédit est dû, donnons des louanges là où elles sont méritées quand même. Damien Prêtre, quand même, il a un look de superstar, là quand même faut avouer. Le mec il a une grosse présence. Bon, la taille aide aussi, hein, le mec il fait un bon 1m95, mais franchement il a un bon physique, surtout quand on garde en tête qu'avant il était limite obèse. Respect total. Et je redis, donc, tout comme pour Ludwig Kaiser, si Damien Prêtre l'a fait, si Damien Prêtre a pu se tailler ce physique, et qu'il l'a encore, et qu'il a ce look, c'est inexcusable que d'autres catcheurs ne le fassent pas, et qu'il reste taillé comme Harry Potter. Et vous savez de qui je parle. Donc gros respect pour Damien Prêtre. Et super tenue, je vous redis, cette tenue-là en cuir brillant, bel esprit. Ça me donne envie de m'en refaire faire une comme ça. Oh oui, oh oui. Alors, par contre, je l'ai pas encore dit, hein, mais ce Raw m'a fait, j'allais dire quelque chose, m'a excité. Ce Raw m'a fait kiffer. Pourquoi? Parce que on a vu plusieurs fois le retour de la bonne vieille tradition du plongeon avant la pub. Oh oui, mes amis. Et dans ce match, ça va pas louper. Hein. Dans ce match, à un moment, plusieurs fois, alors non, il y a eu un plongeon avant la coupure pub. Oh oui. Et donc dans le show en général, plusieurs fois, on l'a vu plutôt dans la soirée. Oh oui, bel esprit. WWE, merci d'avoir ramené cette tradition du plongeon avant la pub. Oh oui. Autre commentaire sur ce main event. Dominique Mysterio est un super bumper, comme on dit, c'est un mec qui chute super bien et il vend super bien. Il sait faire briller ses adversaires et c'est une qualité que tout il doit avoir. Ça, c'est la base, mes amis. C'est vraiment un bon personnage pour la WWE, mais ça devient de plus en plus dur de le booker. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus dur aussi de booker cette storyline. Parce que donc, on a une intervention du Judgment Day, ok. Victoire surprise, alors j'ai halluciné. Victoire surprise de Dominique Mysterio par un roll-up sur Damien Prêtre, ok d'accord. Je pense même pas qu'il ait tenu les tights, comme on dit, qu'il ait tiré la tenue pour l'immobiliser. Je sais pas, je m'en souviens plus, ça j'ai pas percuté le détail. Mais j'ai été étonné de voir cette victoire. Alors, c'est bon pour Dominique, c'est bon pour sa carrière, mais c'est quand même franchement, comme je disais, bizarre comme booking. Le problème c'est que Damien Prêtre, il détruit Dominique tout le long du match. Et il perd comme ça. En fait, ça apporte rien à Damien Prêtre. Ça apporte pas grand chose à Dominique parce que c'est pas vraiment une victoire claire et nette. Enfin, il pourra toujours dire je l'ai battu. Ok, d'accord, pas de problème. Mais Damien Prêtre, en fait, il a besoin de passer à autre chose. Point barre. Il faut tourner la page sur cette feud. Là, c'est bon, stop. Le Judgment Day, Damien Prêtre, c'est bon. On mange ça depuis SummerSlam. Donc, ça fait presque 6 mois. Voire WrestleMania, peut-être, je sais pas, je me souviens plus. Yo, c'est bon. Allez, faut passer à autre chose. Parce qu'en plus, le problème, c'est que Prêtre, ils nous le mettent en mode Superman. Et là, on sent qu'il a atteint sa limite. Il peut plus exploser. Il a plus personne à exploser dans le Judgment Day. Et chaque fois qu'il le fait, alors maintenant, en plus de les exploser, maintenant, il perd ses matchs. Il a atteint sa limite. Damien Prêtre, dans cette storyline, a atteint sa limite. Encore plus avec le booking en mode Superman que les scripteurs lui donnent.
Et donc, pareil, donc là aussi, le Judgment Day, il faut qu'ils passent à autre chose. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de se séparer? Est-ce qu'ils ont besoin de trouver un autre ennemi? Je sais pas, à voir. Moi, je vous dis, j'aurais vraiment vu le Judgment Day feuder plutôt avec les Wyatt Six. Parce que là, les Wyatt Six sont partis pour feuder avec le Testament final. Ok, d'accord. Mais en fait, je les ai même pas mentionné le Testament final, même s'il y a mes potos dedans, Authors of Pain. Parce que, en fait, elle m'intéresse pas du tout la feud avec elle, et avec eux et The Miz et R-Truth. En fait, mis à part Scarlett Bordeaux, Karrion Kross, j'accroche plus trop. Il a pas tant de charisme que ça. Ça va, il peut parler au micro, mais il a pas de charisme en fait. Il a pas un charisme, comment dire, qui t'oblige à ne pas changer de chaîne. C'est ça le truc. Jey Uso, il a ce charisme. Quand tu le vois à l'écran, tu fais, c'est qui ce mec-là? Vas-y, je vais rester connecté. Karrion Kross, tu le vois, oui, d'accord, il a une belle gueule, oui, il parle, il a une présence, mais c'est pas autant charismatique que d'autres à la WWE. Oh non, non. Et donc, le show se termine sur ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'est une fin assez plate quand même pour un Raw, qui, mis à part ça, dans pas mal de segments, a été quand même bien intense. Oui, oui. Ouais, un Raw qui, surtout juste à quelques jours maintenant de Crown Jewel, m'a semblé, je vais pas dire précipité, mais bizarrement écrit. Parce que on a eu quasiment aucune nouvelle de Nia Jax, alors qu'on a vu Liv Morgan qu'on a même quasiment pas vu aussi. Puis à part pour l'entrée de Dominic Mysterio. Donc son match contre Nia Jax à Crown Jewel, bon, alors je sais qu'elles vont se faire un face-off ça à SmackDown, mais quand même, continue à faire mousser le truc. Ensuite, Gunther absent, Cody Rhodes aussi, alors si je dis pas de bêtises, bon Cody Rhodes c'est le champion de SmackDown, d'accord, mais Gunther absent, donc pareil, leur match, alors ils ont fait que je crois une vidéo package, mais pareil, il n'y a pas eu de présentiel, c'était pas un mauvais Raw, mais le booking était space. Oh oui, oh oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mes amis. Dites-le moi dans les commentaires. En fait, j'étais tellement pas sûr. En fait, je vous dis franchement, j'étais tellement pas sûr de pas avoir loupé quelque chose, notamment vis-à-vis de Gunther, que je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir sur YouTube, regarder un peu le highlight du show sur la chaîne WWE. Et non, il n'y a pas eu de Gunther en présence sur ce show. Et ça m'a étonné parce que je me suis dit, bon, sûrement, on le verra à SmackDown, sûrement. Mais quand même, je veux dire, c'est la dernière ligne droite avant le Crown Jewel, le dernier Raw. Faudrait pas essayer de tout miser pour vendre, entre guillemets, le pay-per-view. Enfin, le PLE, pardon, mes amis. Oh oui, oui. Et donc, ouais, parce que des fois sur Watch Wrestling, des fois ils zappent certains segments. Donc je me dis, attends, peut-être je me suis fait entuber encore une fois. Une fois il l'avait fait pour la promo de Drew McIntyre. Donc maintenant je vérifie quand même qu'il y a des doutes comme ça, mes amis. Et donc ainsi se termine la review de ce Raw du 28 octobre 2024 en direct de Hershey en Pennsylvania. Je vais y arriver. Oh oui, oui. Donc mes amis, une demi-heure de review, c'était vraiment pas voulu, mais je pense que, vous savez, comme je vous disais en début de vidéo, comme ça fait full circle, c'est très bien de faire des promos comme ça, même si ça c'est pas une promo, c'est une télé-reviews, mais c'est très bien de faire des promos en full circle, vous commencez à un endroit, vous racontez votre histoire et vous revenez au même endroit à la fin, mais comme vous avez raconté l'histoire, ça fait comme si l'histoire se termine comme ça. La vie est une question d'expérience, de tentative et de leçons. Et donc, cette semaine, mes amis, donc une vidéo par jour. Oh oui, oui. Alors peut-être qu'inconsciemment, je fais des vidéos plus courtes. C'était pas voulu. Après, le Raw fait que 2 heures, et puis, j'allais dire, finalement, il n'y a pas énormément à dire. C'était un bon show de catch, mais niveau booking, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites, ou alors qui ont été un peu space. Et donc, bien évidemment, il y a un commentaire on va faire, une petite question, bien sûr, la tradition, oh oui, oui. Mais donc, hier, vous avez vu 2 vidéos, tele reviews de NXT Halloween Havoc, que vous avez bien aimé, oh oui, oh oui. Franchement, je suis motivé, de toute façon, je regarderai NXT demain. Mais j'hésite à faire NXT régulièrement. Le truc, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Sauf si je fais des reviews de 33 minutes. et donc, ouais, le soir, il y a eu la TLRAM avec, où je catch contre Samoa Aurora, un sosie de Roman Reigns d'ailleurs, qu'il avait connu. Il m'avait dit, Samoa d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, Daniel Singh, le catcheur contre qui j'ai catché donc, dans la TLRAM numéro 6 d'hier soir, qui a été posté à 21h30, il m'avait dit, je crois, que d'ailleurs à un moment à la FCW, il voulait le mettre en équipe avec Leaki, qui était le nom de Roman Reigns au début, à ses débuts à la FCW, parce que les deux franchement se ressemblaient vraiment. Je vais essayer de trouver une photo, je sais pas, je verrai si j'en ai. Bah, attendez, bougez pas, je vais aller voir. Allez hop, YouTube, non pas YouTube, Facebook, on va voir si Daniel Singh, je l'ai toujours dans mes contacts, parce qu'on le voit pas très bien sur la vidéo, on voit pas très bien sa tronche, on le voit que de loin. Alors Daniel Singh, est-ce qu'il est là? Voilà, il est là, athlète. Alors oui, là il y en a pas mal des photos, je vais essayer d'en trouver une plus de l'époque.
Ouais, le mec, ouais, bah, hop, voilà. Alors après, bon, oui, alors, non, franchement, là, il a les cheveux courts, j'avoue, mais quand il avait les cheveux longs, il avait vraiment un look à la Roman Reigns. Voilà. Donc ça, c'est le catcheur contre qui j'ai catché dans la TLRAM d'hier soir, voilà, hop. Voilà, ça c'est. Ben là, oui, il était vraiment comme ça. La date de cette photo, c'est quand? Oui, c'est ça. 23 janvier 2013, non, c'était un peu plus tard que 2 octobre 2012. Donc voilà. Donc bref, voilà. Et lui, il voulait le mettre donc en équipe avec Lee Aki à FCW. Est-ce qu'il y a des photos encore de lui quand il était FCW? Fais voir. Je vais voir. Parce que je me souviens, c'était un catcheur anglais qui m'avait parlé de lui. Il m'avait fait, ouais, tiens, peut-être lui, tu voudras l'engager parce que tu voudras le faire venir à la WS. Parce que à la FCW, il l'aimait beaucoup. Bah, tiens, là, on le voit en photo avec Nick Aldis. Et donc, ouais. Ils avaient fait un peu en équipe avec Roman Reigns. Oh oui, oui. Donc, ça, c'était la TLR AM postée hier soir. TLR Reviews de Raw maintenant. Et on va finir avec le commentaire. Demain, oh oui, NXT. Jeudi, Dynamite. Vendredi, TNA. Oh oui, ça il me tarde de reprendre TNA. Il me tarde en fait de faire une review, de voir un peu la qualité du produit. Parce que franchement, on verra. On va voir les chiffres déjà, primo, le chiffre des vidéos. Parce que ça aussi, donc comme je vous disais, full circle. La vie est une question d'expérience, de leçons et de tentatives. Là, bon après ça je le ferai pas tout le temps, je vous le dis tout de suite. Là j'en profite parce que j'ai le temps. Mais une vidéo par jour. Peut-être que les vues vont être moins conséquentes, mais c'est pas grave, je tente et au moins je pourrais dire oh oui, je l'ai fait mes amis. Et ce que je vais faire également, c'est répondre à la question de, encore toi, Zagzri 5057. Oui, non, ça, oui, tu m'avais déjà posé une question il n'y a pas longtemps. Wow, j'en sais, bah, c'est que t'as des bonnes questions, amigo. Et celle-là, non, je pense pas y avoir répondu. Donc, tu me dis, hello Tom, encore une pépite, ce Dynamite. Donc, c'était en réponse à une review de Dynamite. Oh oui. On fait pas de distinction ici sur la chaîne, mes amis. On prend tout le monde comme ils sont. Oh oui. Donc, ta question. Est-ce que les catcheurs, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai prise je pense, est-ce que les catcheurs WWE et Impact ont un programme muscu à respecter ou bien ils s'organisent comme ils veulent? Amigo, va demander à Ludwig Kaiser, va demander à Damien Prêtre. Non, je rigole. Alors, sur la route, non. Alors, regarde, tu vas comprendre. Moi, quand j'étais au Performance Center, au Property of Performance Center établi en 2013, oui, on avait un programme de muscu à respecter parce que la salle de muscu était dans le Performance Center et il avait le coach de muscu qui, en plus, moi, à mon époque, était un abruti fini, mais un peu quand même. Il s'était fait un peu défoncer par l'office parce que pendant un live event, il avait pris des photos un peu osées des fesses des divas des fesses des catcheuses pendant un match sur un show en Floride, à Orlando je crois, et il les avait postées dans une story Instagram en mode regardez, j'ai la chance de travailler là, tu vois. Débile le mec, complètement débile. Bon bref, tout ça pour dire. Et donc là oui, au Performance Center, on avait un programme à suivre. Parce que sous-entendu, oui, si vous faites ce programme, vous allez devenir des athlètes surhumains. Ok d'accord, mais le problème c'est que quand on chute pendant 3 heures dans un ring juste après, et qu'à la base on n'est pas payé pour être des powerlifters, faut savoir vrai, et surtout que d'autres ont des blessures qui doivent gérer, d'autant plus que certains catchent depuis 10 ans avant d'arriver à la WWE, donc leur corps a déjà morflé, on peut pas faire des entraînements de powerlifter. Et ça, le mec, il avait du mal à le comprendre. En tout cas, mon coach à l'époque de muscu quand j'y étais, qui s'appelait, je sais plus, Witchlinski, un truc comme ça. Ça, c'est le premier truc. Après, quand t'es sur la route, libre à toi, en fait, libre à toi de t'entraîner comme tu veux. Et donc, plus tu vas bosser dur, plus tu auras un bon physique. La preuve, je redis, tous ces catcheurs que j'ai cités dans cette review aujourd'hui, d'un autre côté, t'as un mec comme Dominique Mysterio, mais bon, Dominique Mysterio, il a tellement de personnalité, de charisme, de heal, que encore lui, ça passe. Et justement, ça rentre dans son personnage de pas avoir de physique. Mais d'un autre côté, vous allez en avoir d'autres qui veulent faire les tough guys et les grands catcheurs exceptionnels, mais qui ressemblent à des adolescents de 15 ans. Et vous savez de qui je parle. Ensuite, et c'est là aussi que tu vois les catcheurs qui sont motivés et professionnels. Parce que je redis, comme t'as un Tommaso Ciampa ou un Ludwig Kaiser ou un Giovanni Vinci, les mecs ils offrent des bons physiques, on sait, parce que souvent ils le mettent dans leur story Instagram et dans leur post, qu'ils ont des personal trainers, des coachs personnels qui leur font des programmes pour la route et des programmes de nutrition. Et ça, c'est la base. D'ailleurs, j'invite tout le monde, alors aussi bien les gens normaux, mais même les catcheurs ou les apprentis catcheurs, d'aller. Si vous galérez pour prendre du muscle, ça je le dis tout le temps à tous les jeunes, va à la muscu, et je pense que l'un d'eux de la TPW Tigers Pro Wrestling regarde ces vidéos, ces reviews, et je m'adresse également encore une fois, une dernière fois, j'allais dire à toi, double J, tu sais de qui je parle, parce que j'arrive pas à te le dire, mais au bout d'un moment, plus on te le dit, plus on te le dit, et ça se traduit pas en résultat sur ton physique, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que soit tu sais pas t'entraîner, soit que tu le fais pas, soit alors qu'il y a un problème de génétique, mais ça c'est impossible. Si tu t'entraînes bien et que tu manges bien,
et que tu es bien coaché si tu sais pas comment le faire, et pour ça, donc, faut contacter des coachs, et ça, il y en a une tonne sur Internet, encore plus des catcheurs qui ont des physiques, oh oui, et ben, je leur dis c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et il faut le faire. Et donc, sur la route, non, les mecs, ils ont pas de programme spécifique, ils font comme bon leur semble. Si le mec veut se défoncer pour se construire un physique, Drew McIntyre, parfait exemple, vas-y mec. Et c'est eux qui gèrent tout, tu vois. Parce que voilà, sur la route, t'as juste à te pointer à l'heure qu'on te donne, soit pour les enregistrements télé, soit pour les live events, qui vont apparemment diminuer en nombre. Alors ça, je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose à voir. Ça serait un bon débat à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que du fait que TKO va réduire le nombre de live events WWE sur l'année? Alors c'est super pour le corps et l'emploi du temps des superstars, ça oui. Mais est-ce que pour les fans et d'un point de vue business, c'est une bonne chose? Je pense que oui, s'ils le font, parce que ça va. Je pense qu'ils augmenteront le prix des tickets, vu qu'il y en aura moins, des shows. Ça oui, ça je comprends, je pense. Parce qu'apparemment, ils se font plaisir hein, sur les prix, hein, TKO. Mais bon, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, les amis? Je vous pose la question. Et mon cher Zach Zri, 5057, je pense avoir répondu à ta question parce que alors Impact, même pas Impact, c'était, je te redis, c'était la fête du slip. C'était chacun fait ce qu'il veut. Mec, tu vas avoir un physique, bah fais ton programme, mais il y avait aucun mec de l'office qui disait encore moins à Impact, oh il faut faire ce programme de muscu pour prendre du muscle. Oh non, mes amis. My friends, la communauté du bel esprit. C'était la hashtag review de Monday Night Raw du 28 octobre 2024. J'espère que vous avez kiffé ce show. Le show de Raw. J'espère que vous avez apprécié cette tele review, ce que je vais poster tout de suite. Hein. Elle sera disponible, je pense, avant midi. Bas les steaks, oh oui. On profite. C'est la semaine, alors je vais pas dire la semaine from hell, la Halloween week, mes amis. Checkez mon Instagram. J'ai commencé hier. Je vais continuer aujourd'hui, ce soir en fin d'après-midi, à poster les photos du photoshoot spécial Halloween que j'ai fait avec Lindsay de Sunrise Photography. Oh oui, mes amis. Ça va être des photos phénoménales. Oh oui. Des photos bien en mode Halloween. Mes amis, c'était Tom Larufa avec le bel esprit qui vous dit à demain pour la review de NXT. Oh oui, aou. D'ailleurs, NXT qui sera tourné au Performance Center, qui a été établi, comme le dit ce t-shirt, collector en 2013. Oh oui, j'y étais. Et ce soir, enfin aujourd'hui, j'étais avec vous pour cette tele reviews. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Aou.